Merci au Fonds paritaire, merci Karine, Pascal, Vincent de ces invitations régulières. Moi j'adore ça. Maintenant je commence à prendre l'habitude, hein, et puis c'est bien parce que je me suis senti étudiant toute la journée, ça m'arrive plus très souvent. Et j'ai l'impression, ce qui nous met déjà un tout petit peu dans cette fin de discussion là, d'une perception d'apprentissage, quoi. J'ai l'impression d'avoir appris des tas de choses. Je sais pas du tout dans une semaine où j'en serai. En tout cas, j'ai trouvé ça personnellement très intéressant. Merci beaucoup. Alors, c'est pas pour ça que je suis là. Ceci dit, c'est toujours la situation critique. Il nous reste 15 minutes. On est relativement fatigué. Et il faut dire des choses de préférence intelligentes sur la question du numérique et en quoi les ressources numériques finalement facilitent. La consigne était en quoi le numérique permet-il de réinterroger les pratiques pédagogiques. Et là, j'ai peur de ne pas avoir grand-chose à dire, mais je vais tout de même essayer de contribuer. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est très difficile de répondre à cette question-là de la façon dont on est là aujourd'hui, parce qu'on voit des tas d'expériences tout à fait fascinantes, des gens tout à fait intelligents et qui maîtrisent bien leur sujet et qui font évidemment, comme nous tous, chacun d'entre nous, la promotion de leurs idées et de leurs produits. Et donc c'est très difficile, ça pose un certain nombre de questions, de difficultés. La première chose, je crois, à un niveau vraiment de surplomb de toutes nos questions là, c'est qu'en matière de pédagogie, c'est très difficile de généraliser, quoi. On a tous envie, je crois que notre milieu, et particulièrement le milieu des entreprises, est très friand de l'idée qu'il y aurait quelque part un espèce de saint graal de la pédagogie qui nous permettrait au moins d'avoir le cahier de spécification de ce que c'est qu'une bonne formation, un bon dispositif. Ça, c'est assez impossible, ne serait-ce qu'en faisant référence à ce qu'on a fait ensemble dans ce séminaire. Si on voit les gens de chez Simplon, donc formation à la programmation pour décrocheurs scolaires, l'école Thierry Marx de cuisine, les écoles La Deuxième Chance qui ont participé, je crois, à vos réflexions, les APP aujourd'hui, on a des publics qui appartiennent à la même catégorie socio-démographique, mais qui en fait sont positionnés très différemment par rapport à ce que ce serait pour eux qu'un bon dispositif pédagogique. Et les 4 dispositifs que je viens de citer me semblent être des dispositifs de qualité. Donc c'est très difficile de généraliser. Alors voilà, la première difficulté, je pense, c'est la difficulté de généralisation, entre autres avec la question de l'obligation. Il y a une énorme différence dans nos observations, en tout cas, entre les formations obligées, ou du moins perçues comme obligatoires, et puis les formations volontaires, et ça a été le cas aujourd'hui, les formations volontaires. Puis d'autre part, rapidement, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose que de préparer aux soft skills, comme ça nous a été montré ce matin, à la programmation, à l'initiation à la programmation, au codage, à l'habilitation électrique ou à la boulangerie. On est sur des contenus complètement différents qui appellent des dispositifs et des idées pédagogiques différentes. Donc à partir de ce constat-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors je voudrais le faire en 2 points très rapides. Un premier point, c'est essayer d'avancer sur la question de l'évaluation. Là, aujourd'hui, sur l'évaluation, j'ai demandé l'autorisation à mes partenaires de faire une petite remarque qui pourrait sembler critique à nos intervenants, donc je m'en excuse par avance, et je pense qu'ayant travaillé moi-même 20 ans dans le privé, je comprends parfaitement bien qu'on fasse la promotion de ces produits. Mais je trouve, et c'est pas du tout là une critique, ça je pense que c'est non seulement normal, mais c'est souhaitable, et mon honorable institution ne le fait pas assez. Nous, on ne sait pas à l'université, on ne sait pas se vendre, et c'est un gros défaut, et ça va condamner les universités françaises, ou une partie d'entre elles, à devenir des collèges universitaires à l'américaine, à qui on dira à partir de la fin de la licence, vous n'êtes pas assez bon pour continuer. Donc je suis partisan d'un marketing pédagogique beaucoup plus agressif. Mais par contre, sur les chiffres, là, je trouve qu'il faut rester chercheur, quand on l'a apparemment, monsieur été en plus. 60 fois la Sorbonne, ça me paraît beaucoup. Ce matin, 80% d'appropriation des contenus en 1 minute. Là, j'étais désolé que la personne soit partie vite parce que je mourrais d'envie de lui demander mais qu'est-ce que c'est que cette appropriation? Finalement, pour résumer l'affaire, tout le monde était là, où 1 minute par jour permet 80% d'appropriation tous les jours de tout ce qui se passe pendant cette minute. Là, je doute énormément. Enfin, je suis prêt à manger mon chapeau si c'est peut être vérifié par une étude rigoureuse et contrôlée. Je ne le vois pas. 90% de taux de satisfaction, bon, ça, moi, c'est des taux qu'en d'autres temps, on aurait qualifié de soviétiques, donc irréalistes. Et 85% de la réussite professionnelle concerne les soft skills. C'est le 70-20-10. On a tous entendu parler du 70-20-10. Il n'y a rien derrière. Moi, quand j'entends un slogan comme ça, je cherche les sources et je regarde ce qu'il y a comme enquête empirique et comme preuve derrière. Il n'y a absolument rien derrière le 70-20-10. Il y a l'intuition d'un prof de Harvard qui a écrit, et j'ai lu l'article, la page de livre dans lequel il dit ça,
Il me semble que dans mon expérience, les gens apprennent 70% du temps, alors je ne sais plus ce que c'est, dans l'informel, dans les projets, 20% dans les contacts avec les autres et 10% en formation formelle. Alors formidable pour moi et pour les militants et un peu les chercheurs de l'auto-formation et de ces questions-là et de l'apprenance, c'est qu'évidemment ça démontre assez fortement, enfin disons ça cautionne fortement l'idée que l'apprentissage des adultes se passerait plutôt en dehors des dispositifs. Ces chiffres-là vont dans ce sens-là. Mais quand vous voyez sur quoi ils se basent, vous vous dites, ben, mieux vaut garder l'image de l'iceberg. Pourquoi donner des chiffres qui donnent une illusion d'objectivité scientifique quand on peut garder des images beaucoup plus poétiques comme celle de l'iceberg? Les adultes apprennent à peu près le haut émergé, c'est vrai qu'il fait 15 à 20%, et les 70 ou 80% des apprentissages et des compétences que développent les adultes, on ne le voit pas, c'est immergé. Bon, voilà, je m'excuse d'avoir été un petit peu long là-dedans, mais j'avais tout de même envie de le dire parce que je pense qu'y compris sur le plan commercial, c'est pas bon d'avancer des chiffres qui sont faux ou qui sont pas basés sur des données empiriques suffisantes. Toujours dans le domaine de l'évaluation, rapidement, on est dans une culture business, quoi. Alors je fais surtout référence à ce matin, hein, plus que cet après-midi, mais je crois que ça nous traverse tous aujourd'hui. Hein. Culture de la rapidité. Ce qui compte, c'est le time to market, hein, c'est-à-dire le temps qu'on arrive pour les clients. La visibilité, donc le buzz, et puis la rentabilité, hein, avec le modèle des GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook et Apple, c'est-à-dire faire beaucoup d'argent très très vite à un niveau mondial. On est dans ces modèles-là, et du coup les modèles d'évaluation deviennent ceux de la profitabilité. Alors, je ne veux pas faire Mélenchon, quoi, mais je veux dire, ce n'est pas forcément la meilleure mode d'évaluation scientifique. On sait que Google, c'est un triomphe planétaire sur la question et sur la vraie innovation des moteurs de recherche, mais qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui et quels éléments peut-on livrer à la validité des informations qu'on trouve sur Google ? C'est une autre question. Ce modèle-là, il nous amène à un certain nombre de difficultés. Alors en particulier que le vocabulaire est en train de changer. Je crois qu'on est un certain nombre à avoir remarqué. Alors j'ai noté, il faut que les makers fassent un pitch de sourcing pour matcher les crash tests des users avec le crowdfunding du business plan afin de prendre le lead sur le market share du B2C ou du gaming. Voilà, j'ai rassemblé quelques... Je me suis permis de rassembler parce que... Mais le vocabulaire... Alors, on est dans cette culture-là, une culture de l'évaluation, c'est-à-dire vraiment de l'administration de la preuve, serait tout de même intéressante à insuffler. Deuxième remarque sur l'évaluation, qu'est-ce qu'une innovation? Je crois qu'il faut faire la part des choses. Maurice Monoki nous a parlé en particulier de l'utilisation des techniques Freinet aujourd'hui. Là, on est dans la rétro-innovation. Et donc, c'est intéressant de voir que l'innovation, ce n'est pas forcément ce qui est technologiquement le plus avancé, mais c'est peut-être une belle idée, une idée puissante, qui est relayée, amplifiée, accommodée par les technologies d'aujourd'hui. Et moi, j'ai entendu à plusieurs reprises, les technologies amplifient. Et le problème, c'est qu'elles amplifient aussi bien les belles réussites pédagogiques qu'on voit aujourd'hui, qu'elles amplifient le djihad. Et donc, ce sont des outils qui, d'une certaine façon, sont neutres, parce qu'ils amplifient le déjà là. Alors le déjà là, c'est quoi? C'est trois niveaux. C'est une organisation, qui est une organisation qui dépasse le pédagogique. Dans quelle entreprise, dans quelle organisation du travail, dans quel contexte social est-ce que le dispositif pédagogique intervient. Deuxièmement, c'est le dispositif lui-même avec ses composantes pédagogiques et technologiques. Et troisièmement, et évidemment surtout de point de vue de notre perspective, c'est le fonctionnement psychologique des gens comme vous et moi. Qu'est-ce qui fait que des gens comme vous et moi, on apprend? C'est la question centrale, et ce n'est pas une question technologique, à mon avis. Alors après, il y a débat, s'il nous reste 3 minutes, on pourra me réagir là-dessus. Mais ce n'est pas une question technologique, c'est même pas une question pédagogique. Moi, j'entendais tout à l'heure, je ne sais pas si monsieur est encore là, qui faisait référence à Lacan. Ah bon, c'est dommage, parce que... Enfin, bon, lui, il aurait pu expliquer en quoi Lacan avait quelque chose à voir avec nos histoires. Mais moi, je ne suis pas du tout sûr qu'il fasse un tiers au sens où ça a été exposé aujourd'hui pour apprendre. Combien de personnes, et ici même entre nous dans cette salle, ont appris des choses, comme on dit maintenant, seules, jamais sans les autres.
Mais ça ne veut pas dire avec un tiers tout le temps sur le dos, si je puis m'expliquer ainsi. C'est-à-dire que les technologies aujourd'hui et la volonté d'apprendre et les projets et les dynamiques qui font que des adultes comme vous et moi avons envie d'apprendre des choses et développant des compétences, ce n'est pas une logique pédagogique. C'est une logique de psychologie de l'apprentissage, de motivation, et ça dépasse largement les entre guillemets, recettes pédagogiques. Donc, prendre ces 3 niveaux d'analyse en compte, c'est savoir dans quelle organisation sociale je suis, quel dispositif, quelles ressources pédagogiques et technologiques j'ai à ma disposition, et qui sont les gens et pourquoi sont-ils là. Et du coup, la question du volontariat devient immédiatement primordiale. Des adultes volontaires pour apprendre, c'est un facteur de réussite, c'est une condition de l'apprentissage, et c'est en même temps le moyen de revisiter les règles de la motivation. Alors je m'excuse vu l'horaire tardif, mais je vais très vite les rappeler. La motivation des adultes, en l'état actuel des synthèses qu'on peut avoir, et dans le cadre de l'apprentissage, c'est quel est le but ? Quel but je poursuis à travers cette formation, ou à travers ce qu'on me propose, ou à travers ce que je vais chercher, la valeur du but. Deuxièmement, c'est quel est mon sentiment d'efficacité, c'est-à-dire de capacité à atteindre ce but, quelle confiance en moi est-ce que j'ai. Et troisièmement, c'est est-ce que je me sens libre de réaliser ce parcours, d'apprendre ces choses, de développer ces apprentissages. Cette combinaison de 3 éléments-là met la dimension pédagogique au second rôle. Alors, est-ce que ça voudrait dire, ce qui m'a été souvent objecté, que, étant responsable d'un master d'ingénierie pédagogique et d'un programme doctoral et de la trajectoire, du moins de l'aide à la trajectoire d'un certain nombre d'étudiants, que nous sillons la branche sur laquelle nous sommes assis, en disant finalement la pédagogie n'est pas prioritaire, n'est pas le facteur primordial. Je dirais non, parce que c'est un esprit très binaire, très français, qui dirait c'est soit les gens qui sont des autodidactes et ils apprendront s'ils voulont, et yes we can, et si tu veux tu peux, ou soit c'est la pédagogie qui est toute puissante. Et comme d'habitude, c'est entre les deux que ça se joue. Du coup, en termes d'ingénierie pédagogique, ça veut dire accorder plus de place à l'amont. C'est-à-dire, on peut toujours, comment dirais-je, faire valoir les qualités de dispositifs pédagogiques, mais quand on va essayer de les transposer dans un milieu légèrement différent, on va se voir que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que l'analyse, le diagnostic, l'audit préliminaire à la formation n'a pas été suffisamment construit. Donc il n'y a pas de dispositif pédagogique qu'on puisse trouver sur l'étagère et qu'on puisse adapter à tel ou tel autre domaine. Donc voilà, ce serait un plaidoyer pour l'amont, et en invoquant un petit peu le travail que fait Sandra en l'art chez nous sur l'aval, c'est peut-être un peu désinvestir. Alors je m'excuse de ce que je dis, j'essaye de respecter le contrat, c'est-à-dire dire ce que je pense et la façon dont j'entends et j'interprète ce que j'écoute. Désinvestir, ce qui ne veut pas dire nécessairement mépriser, mais désinvestir la phase centrale de l'apprentissage, le moment de l'apprentissage, parce que les adultes que nous sommes et que sont les gens avec qui on travaille sont bourrés de ressources pour apprendre par eux-mêmes, à condition qu'ils aient une raison pour ça, qu'ils aient un projet solide, qu'ils se sentent accompagnés, qu'ils ne se sentent pas abandonnés et qu'ils aient les ressources pour le faire. Et cette relative désinvestissement de la phase centrale de l'apprentissage doit permettre, à budget égal, ça sans diminution de budget a priori, de réinvestir l'amont, c'est-à-dire tout ce qui est accueil, orientation, conseil, information, invitation à apprendre dans les entreprises, et l'aval, c'est-à-dire qu'une fois que l'apprenant a fait son boulot, qu'il a développé le travail qu'il faut pour apprendre, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Et de retour sur le terrain, est-ce que je peux aller voir comment ça a ou non fourni les résultats qu'on attendait? Voilà, j'en arrête là. J'avais un autre petit couplet, mais ce sera pour une autre fois. Donc, c'est une façon, j'essaye de dire d'une certaine façon, ne nous laissons pas leurrer par l'idée qu'il y aurait des dispositifs pédagogiques, des outils qui, toutes choses égales par ailleurs, seraient supérieurs aux autres. Tous les outils sont bons et l'expérience des apprentissages informels et voire même la longue tradition de l'autodidaxie montre qu'on peut très bien apprendre avec très peu de ressources à partir du moment où on utilise les ressources qu'on a au service d'un projet qui nous tient vraiment à cœur. Et qu'inversement, je prends des extrêmes caricaturaux volontairement, et qu'inversement, on peut avoir toutes les ressources technologiques, pédagogiques du monde et ne rien apprendre parce que tout simplement, ce n'est pas notre problème. Donc c'est dans cette
à mon avis, alternance là qu'il faut voir les choses. Voilà, j'ai suffisamment dit de choses de fin de journée un petit peu peut-être choquantes pour ceux qui sont encore là. Mais maintenant, peut-être si tu nous autorises 5 minutes, oui, non. Moi, j'ai fait ce que tu as dit, hein, à la Suisse, hein, c'est-à-dire qu'il est 30, mais... C'est parfait, c'est parfait. Donc, qui veut réagir aux propos de Philippe Oui, rebonjour. C'était juste pour savoir où vous situez du coup la compétence transversale apprendre à apprendre, qui de fait va nourrir cette curiosité. Apprendre à apprendre ce qu'on sait aujourd'hui, vu de ma fenêtre, c'est que c'est apprendre à apprendre l'anglais, apprendre à apprendre la physique. Apprendre à apprendre transverse est une illusion. Il n'y a pas... Pour regarder, bah écoutez, moi là je suis comme vous, hein, j'ai regardé la littérature et apprendre à s'auto-former. Apprendre à s'auto-former dans le domaine, de plus en plus sur toutes ces questions-là, c'est extrêmement contextualisé. C'est-à-dire qu'on est plus on veut être juste, c'est-à-dire faire des choses qui soient sérieuses et qui fonctionnent, plus il faut que ce soit contextualisé. On peut apprendre de bons réflexes d'apprentissage en cuisine, en langues étrangères, et encore, il faudrait voir si ça c'est transférable d'une langue à l'autre. Pas sûr. Mais l'apprendre à apprendre en général, je vous renvoie à l'article d'Ewen Loharer, Chartier et autres qui a été le temps d'arrêt de tous ces trucs d'éducabilité cognitive dans les années 95, où ils ont démontré à partir d'un échantillon à l'AFPA que les méthodes d'éducabilité cognitive générales ne servaient à rien, ou pas à grand-chose. On était en train de se dire qu'on était peut-être capable d'apprendre à se connaître, hein, c'est-à-dire de savoir avec quoi on était le plus à l'aise. Est-ce qu'on a plus besoin de mettre les mains dans le cambouis, de sauter dans la piscine, comme vous disiez, pour ensuite revenir un peu à la théorie, ou est-ce qu'au contraire, on a besoin d'être d'abord sécurisé par quelque chose de plus théorique pour ensuite appréhender la pratique? Voilà. Donc, on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres, et chacun de manière différente, c'est ça? Bien, merci à tous. Hein. Donc on finit avec 3 minutes de retard. Je vous prie d'accepter mes excuses. Merci.